Salam! Cette vidéo porte sur l'apprentissage et la mémoire. Prenez un stylo et un papier et restez concentrés. Une des propriétés les plus étonnantes du cerveau est sa capacité à stocker une information et de la restituer à volonté. Deux notions se retrouvent toujours dans l'analyse de ce phénomène, sont l'apprentissage et la mémoire. On définit l'apprentissage comme le processus par lequel on acquiert de nouvelles informations ou connaissances, et la mémoire comme le stockage et ou la récupération de l'information acquise. Au cours de la vie, nous apprenons toute une série de faits, par exemple que Bangkok est la capitale de Thaïlande. Les souvenirs des événements sont aussi stockés, par exemple, hier l'examen de neurobiologie était facile. Donc la mémoire des faits et des événements est dite la mémoire déclarative. Donc elle concerne le stockage de données qui peuvent émerger de la conscience et qui sont exprimées le plus souvent par le langage. La mémoire déclarative est elle-même distinguée en deux grandes entités, représentées par la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Donc, la mémoire épisodique, elle se réfère aux événements autobiographiques. Donc, c'est la mémoire de tous les événements vécus de la vie quotidienne, peu à peu la répétition d'événements semblables va fixer ces événements. Une fois les événements fixés, la mémoire est de moins en moins épisodique, elle devient sémantique. Donc, la mémoire sémantique, c'est tout ce qui concerne les faits. Néanmoins, nous nous souvenons aussi de bien d'autres choses. Ces mémoires dites non déclaratives ou procédurales concernent l'apprentissage d'une habilité motrice ou d'un comportement et n'est pas accessible à la conscience. Nous apprenons par exemple à jouer du piano. Cette mémoire inconsciente est appelée également mémoire implicite par opposition à la mémoire déclarative, appelée souvent explicite. La formation de mémoire déclarative intervient au travers de grandes catégories d'apprentissage: l'apprentissage associatif et l'apprentissage non associatif. Lorsqu'une réponse comportementale est modifiée en réponse à un seul type de stimulus répété dans le temps, donc il s'agit d'apprentissage non associatif, dont deux formes principales sont distinguées: l'habituation et la sensibilisation. Donc l'habituation consiste à apprendre à ignorer un stimulus qui n'a pas de sens particulier pour le sujet. La sensibilisation est le renforcement de la réponse et donc un puissant stimulus sensoriel renforce la réponse à tous les stimuli, y compris à ceux qui étaient auparavant insignifiants. Deuxième type d'apprentissage est l'apprentissage associatif. Dans ce cas, il s'agit de modifications de comportement intervenant par la formation d'associations entre événements reconnus comme apprentissage associatif. Là, deux grands types d'apprentissage associatif sont distingués: le conditionnement classique et le conditionnement instrumental. Donc le conditionnement classique est une procédure d'apprentissage utilisée pour retenir l'association de deux stimuli, dont l'un provoque naturellement une réponse et l'autre pas. Le conditionnement instrumental est une forme d'apprentissage utilisée pour associer une réponse, par exemple un acte moteur, à un stimulus signifiant, par exemple, de la nourriture. Passons maintenant au mécanisme moléculaire de l'apprentissage et de la mémorisation. Premièrement, on va voir le réflexe de retrait de la branchie et du siphon chez l'aplésie. Donc, c'est un modèle animal d'invertébré appelé aplésie. Son nom scientifique est Aplysia californica, connu
par limaces de mer. L'hypothèse de base de travail d'Eric Kandel en 1929, qui a eu un prix Nobel en 2000, est que la mémoire est un renforcement de circuits synaptiques au niveau des synapses. Le système nerveux de l'aplasie est simple, avec près de 20 000 neurones regroupés en 10 ganglions. Donc, voici la limace de mer, voici son manteau, sa partie charnue ou appelée siphon, et l'ouïe ou branchie. Si un jet d'eau est projeté sur la partie charnue de la plasie appelée siphon, l'ouïe ou branchie se rétracte. C'est le réflexe dit de retrait de l'ouïe. Ce réflexe met en jeu simultanément une voie monosynaptique et une voie polysynaptique entre le neurone sensoriel et le motoneurone sensoriel. Passons maintenant à l'étude de l'habituation chez l'aplasie. La projection du jet d'eau répété entraîne une habituation. L'habituation entraîne une atténuation de flux de Ca2+ entre eux. Donc, le neurone sensoriel diminue la libération des neurotransmetteurs, ce qui provoque une dépolarisation moindre de la membrane postsynaptique suite à une dépression de la transmission synaptique entre le neurone sensoriel et autres neurones. On conclut que l'habituation et la présentation répétée du stimulus produit une réponse de plus en plus faible. Exemple, en même temps que vous lisez un roman, des voitures passent continuellement dans la rue, donc vous êtes habitué au stimulus. La deuxième étude porte sur la sensibilisation chez l'aplasie. Donc, un bref choc appliqué sur la queue de l'aplasie, puis une activation de siphon, provoque un retrait de muscles de l'ouïe. La sensibilisation s'explique par une augmentation de l'efficacité synaptique dans le circuit du réflexe de retrait. Un interneurone, donc il est représenté en bleu. Cet interneurone reçoit le signal par le neurone sensoriel de la queue et libère la sérotonine. Voici le neurone sensoriel de la queue représenté en vert. Donc cette sérotonine agit sur le neurone sensoriel du siphon et donc on aura une activation des récepteurs métabotropes et une suite de cascades de réactions telles que l'activation de la protéine G qui active à son tour l'adénylcyclase qui active l'équinase. Ceci aboutit à la phosphorylation de substrats induisant l'augmentation de la capacité du neurone sensoriel à libérer les neurotransmetteurs. Cette diapo a été rajoutée pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires de la sensibilisation. Un stimulus douloureux appliqué sur la queue active le neurone modulateur sérotoninergique, qui influence la neurotransmission à la synapse entre le neurone sensoriel et le neurone moteur. La sérotonine, représentée en vert, stimule une élévation du taux de l'AMP cyclique et l'activation de la PKA, qui résulte dans la transmission nerveuse sensorielle, ce qui se traduit in fine par une augmentation de la quantité de neurotransmetteurs libérés dans l'espace synaptique qui est le glutamate, lorsque le siphon est stimulé tactilement. Alors la stimulation répétée du neurone modulateur sérotoninergique est suivie par la sensibilisation à long terme, ce qui dépend de l'activation de l'expression génique de la synthèse de nouvelles protéines. Troisième étude porte sur le conditionnement classique. Donc le conditionnement classique a été découvert et caractérisé chez le chien par le fameux physiologiste russe Ivan Pavlov.
Il est basé sur l'association d'un stimulus qui donne normalement une réponse mesurable avec un second qui lui n'évoque pas de réponse. Le premier stimulus, celui qui donne normalement la réponse, est dénommé stimulus inconditionnel, noté SI. Du fait qu'aucun apprentissage, aucun conditionnement soit nécessaire pour obtenir une réponse comportementale. Dans le cas de l'expérience de Pavlov, le stimulus inconditionnel est représenté par la présentation à l'animal d'une boulette de viande qui provoque la salivation, comme vous voyez dans la figure, du chien. Donc le second stimulus, qui ne provoque pas de réponse en première intention, est dénommé stimulus conditionnel, noté SC. Du fait de la nécessité d'un apprentissage ou un conditionnement, avant qu'il soit même de déclencher la réponse comportementale. Dans l'expérience de Pavlov, le stimulus conditionnel était un stimulus auditif représenté par le son d'une cloche. L'apprentissage consistait alors à associer la présentation de la viande avec le son de la cloche, comme vous voyez dans la figure B. Après plusieurs de ces associations, la viande n'était plus présentée et l'animal salivait. Au simple son de la cloche. Donc la réponse ainsi apprise à la présentation de stimulus conditionnel est dénommée réponse conditionnelle, notée SRC. Le conditionnement instrumental. Donc le sujet apprend qu'un comportement particulier va être associé avec une conséquence particulière, du fait que la motivation joue un rôle considérable dans le conditionnement instrumental. Après tout, ce n'est que parce que le rat est affamé qu'il appuie sur le levier pour obtenir de la nourriture. Les circuits neuronaux impliqués dans ce type de conditionnement sont beaucoup plus complexes que ceux qui sous-tendent le conditionnement classique. Remarque, les niveaux d'apprentissage sont différents selon les espèces. Donc on distingue l'accoutumance aux mémoires biologiques pour les cellules ou êtres unicellulaires. Le conditionnement classique concerne le système nerveux des vertébrés et des mollusques. Le conditionnement opérant et apprentissage sensorimoteur concerne les mammifères et les mollusques supérieurs. L'apprentissage symbolique concerne les mammifères supérieurs comme le singe et les dauphins. La mémoire concerne le cerveau de l'être humain. On distingue deux catégories de mémoire, la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. On définit la mémoire à long terme par la rétention d'informations pendant des jours, des semaines, voire toute la vie. Elle implique le transfert des informations initialement acquises à une forme de stockage plus durable, plus stable et définitive. L'homme présente au moins deux façons qualitativement différentes de stocker ces informations, la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative ou procédurale. Les structures impliquées dans la mémoire à long terme sont les lobes frontaux, le cortex et l'hippocampe. La deuxième catégorie de mémoire est la mémoire à court terme. Appelée également mémoire de travail, elle sert à encoder et maintenir temporairement en mémoire les informations nouvelles. Sa capacité de stockage est limitée en termes de quantité d'informations traitées et de durée de rétention, donc de quelques secondes à quelques minutes. Elle permet par exemple de suivre une conversion, de retenir un numéro de téléphone ou une position d'un objet dans l'espace, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des commentaires, vous me laissez vos commentaires. Merci et à bientôt.